On va passer au deuxième orateur, qui est donc le docteur François Deprez, qui est MCUPH et qui travaille à l'hôpital Saint-Louis, qui est un centre référent à Paris pour les brûlés. Voilà, François, donc les mêmes consignes. Tu as 20-25 minutes de présentation pour laisser du temps à la discussion. Merci beaucoup. Donc, Madame la modératrice, Monsieur le modérateur. Avant de débuter, je voulais remercier le comité d'organisation pour cette invitation. Et donc, on va voir ensemble au cours des 25 prochaines minutes les gros points de prise en charge du brûlé grave, puisque ça peut arriver dans n'importe quelle réanimation polyvalente de devoir prendre en charge un grand brûlé avant qu'il soit transféré vers un centre de traitement des brûlés. Et donc, il y a comme pour le patient d'hématologie, il y a quelques trucs à connaître pour éviter de faire de grosses bêtises. Donc, voilà mes liens d'intérêt. Alors, les 10 grandes règles. Il va falloir d'abord, pour savoir si c'est un grand brûlé, pouvoir évaluer la surface et la profondeur de la brûlure. On va voir que c'est pas forcément évident. Il y a des nouveaux outils qui peuvent nous aider. Il va falloir sécuriser les voies aériennes supérieures, titrer le remplissage, penser aux intoxications et aux traumatismes associés, prévenir l'hypothermie, traiter la douleur, débuter une nutrition entérale précoce, traiter les urgences chirurgicales, couvrir la brûlure et puis à la fin adresser le patient à un centre spécialisé. Donc là, bon, vous pouvez finalement déjà partir puisque vous avez tout ce qu'il faut faire. On va juste détailler un peu ces points-là. 2 mots d'épidémiologie, juste pour parler du brûlé grave. En fait, c'est une pathologie circonstancielle assez rare, hein. La brûlure, c'est fréquent. En France, c'est à peu près 200 à 400 000 brûlés, mais il y en a un peu plus de 8 000 qui sont hospitalisés. Et sur ces 8 000, il y a environ 400 brûlés graves, dont un peu moins de la moitié sont hospitalisés en centre de traitement des brûlés. Donc c'est une pathologie qu'on rencontre pas fréquemment dans une réanimation non spécialisée. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'avoir quelques clés. Quand on parle de brûlé grave, on parle de quoi? C'est défini comment? La dernière RFE-SFAR publiée en 2019 a tenté de définir ce qu'est un brûlé grave. C'est essentiellement une surface cutanée brûlée de plus de 20%. Et on va voir après comment on l'évalue. Et puis il y a quelques autres critères, je ne vais pas les définir ici, mais une surface cutanée au 3e degré plus de 5%, quand on a une inhalation de fumée, etc. Tout ça, ça peut amener le patient dans un centre de traitement des brûlés, mais c'est avant tout quand même la surface cutanée qui est la priorité pour indiquer une admission en centre de traitement des brûlés. Donc première règle, il va falloir évaluer la surface et la profondeur de la brûlure. Pourquoi c'est important d'évaluer la surface? Ici, vous avez l'ABSI qui est le score pronostic des brûlés. Et quand on voit ce qu'il y a dans ce score, donc il y a l'âge qui est très important, l'inhalation de fumée qui compte finalement pas grand-chose pour 1 point, la surface cutanée profonde et surtout la surface cutanée brûlée. Plus cette surface est importante et plus le pronostic est péjoratif. Et donc il va vraiment être très important d'évaluer cette surface cutanée brûlée. Alors pour l'évaluer, il y a des vieux outils qu'on a appris quand on était étudiant, la règle des 9 de Wallace, donc où la surface cutanée est coupée en tronçons de multiples de 9, et grâce à ça, on peut évaluer à peu près la surface cutanée brûlée. Une table un peu plus précise qui est la table de Lund et Broder. Alors ces tables elles sont intéressantes, mais c'est vrai que dès qu'on a des brûlures un peu patchy, ça devient un peu plus compliqué. On peut très vite se tromper de 10, 15, 20% de surface cutanée quand on a des brûlures patchy. Donc c'est une évaluation qui est difficile. Il y a des outils qui ont été plus récemment développés. Il y a cette application que l'équipe de Lyon a développée et qui est finalement très pratique, surtout quand on a des brûlures comme ça un peu réparties partout sur le corps. Vous dessinez juste sur le schéma l'endroit des brûlures, et ça va vous donner la surface cutanée brûlée. Donc je pense que c'est quand même beaucoup plus précis. On va voir après pourquoi c'est important pour la réanimation initiale. Donc ensuite, il va falloir évaluer la profondeur. Donc la brûlure, c'est une atteinte de la peau. On compte pas le 1er degré. Donc on oublie le 1er degré. Le 1er degré, c'est le coup de soleil. Ça cicatrise spontanément en 24-48 heures. C'est ce qu'on a régulièrement l'été quand on va à la plage, qu'on fait pas gaffe. Donc ça, on prend pas en compte. C'est dès que le derme est atteint,
là on commence à compter. Quand c'est le derme superficiel, que les fanères sont respectés, c'est du 2e degré superficiel. Et puis si les fanères sont brûlés, c'est-à-dire les follicules pileux, les ongles, etc., à ce moment-là, il n'y a aucune possibilité de cicatrisation, puisque la cicatrisation spontanée va se faire par migration des cellules basales de la couche cornée qui se trouvent dans les follicules pileux. C'est sur l'image de droite ici. Et donc tant que ces follicules pileux sont respectés, il va y avoir un potentiel de cicatrisation. Si ces follicules pileux sont détruits, c'est une brûlure au 3e degré, donc il va falloir de toute façon une chirurgie d'excision greffe. Et donc cliniquement, comment on peut s'aider de quelques critères pour savoir est-ce que c'est du 2e plutôt superficiel et à l'extrême du 3e degré, sachant que c'est évidemment la brûlure c'est un continuum et puis la brûlure évolue aussi au cours du temps. Un patient peut arriver avec du 2e superficiel et puis ça va s'approfondir ou du 2e profond et qui va devenir du 3e degré. Mais on a quelques critères qui nous aident, la souplesse de la peau, la présence ou non de flictène, l'humidité, la douleur, le fait de blanchir à la vitropression et la présence ou non de fanère, j'en ai déjà dit un petit mot. Donc le 2e superficiel, c'est comme quand vous avez une ampoule au niveau du talon, d'accord, faut imaginer qu'il y a la couche vraiment très superficielle de la peau qui part, et donc vous voyez ce que ça fait une ampoule, c'est très douloureux sur une petite surface. Imaginez d'avoir ça sur 20 ou 30% de la surface cutanée, donc c'est extrêmement douloureux. C'est une peau qui est humide, qui suinte beaucoup, et donc il y a, avant qu'on la retire, il y a une flictène en général, ce qui est l'équivalent de l'ampoule, et donc ça c'est le 2e degré superficiel. À l'extrême, le 3e degré, là la brûlure est profonde, les vaisseaux du derme sont brûlés, coagulés, donc il n'y a plus de blanchiment, ça se décolore plus à la vitropression, il n'y a plus de vascularisation, les terminaisons nerveuses sont brûlées, donc c'est quasi indolore, et la peau a perdu toute son élasticité, donc c'est une peau très, très typique, enfin, il faut vraiment en avoir touché une fois pour voir, qu'on dit cartonnée, qui a perdu toute son élasticité, qui est très, très rigide. Voilà, et donc entre ces deux extrêmes, évidemment, il peut y avoir du 2e profond. Bon, voilà. Donc le coup de soleil, c'est ça, hein, on sait tous à quoi ça ressemble, donc ça on le prend pas en compte dans la surface cutanée, c'est assez classique en préhospitalier qu'on reçoive des appels pour dire ah oui j'ai un 50%, on dit bon ok envoyez-nous des photos, et puis en fait il y a beaucoup de coups de soleil, donc on rassure tout le monde et tout va bien. Le 2e degré, donc vous avez à gauche plutôt du superficiel, on voit très bien les flictènes là, et donc on imagine quand ces flictènes vont être rompus, ça va beaucoup suinter, et le patient va beaucoup perdre de liquide. Et puis à droite, là, les flictènes sont déjà partis, c'est déjà du 2e profond avec une cicatrisation qui là va être beaucoup plus aléatoire. Et puis à l'extrême, le 3e degré, qu'on peut voir également ici. Donc, chez un patient qui a déjà eu des incisions de décharge. Ici, bon, il avait eu le bon goût de se brûler sur des segments entiers de corps. Donc c'était assez facile de faire la règle des 9 chez ce patient. Donc un brûlé à peu près à 45% de la surface cutanée avec quasiment que du profond ici. Donc une fois qu'on a évalué cette surface cutanée brûlée, qu'on a une idée un peu de la profondeur, il va falloir penser à sécuriser les voies aériennes. Il y a les indications d'intubation large qui sont classiques en préhospitalier, hein, c'est le patient dans le coma, le patient en grande détresse respiratoire aiguë, mais également penser au patient qui a un potentiel d'obstruction rapide des voies aériennes, et donc si le patient a une raucité de la voix, une modification de la voix, et déjà un début de stridor ou de dyspnée laryngée, en général dans ce cas-là c'est dans un contexte d'inhalation de fumée d'incendie, il ne faudra pas attendre d'arriver à l'hôpital pour intuber ce patient, parce qu'il est à haut risque de s'obstruer au cours du transport et qu'on se retrouve devant une intubation difficile, voire impossible, et donc une catastrophe. Et puis ensuite, il y a des indications un peu plus liées à la brûlure en tant que telle. En gros, quand on a une brûlure de la totalité du visage, le cou en circulaire, et a fortiori quand il y a une surface cutanée brûlée importante, ces patients qu'on va volontiers intuber, d'une part parce qu'il va y avoir un risque aussi d'obstruction, parce que c'est des patients qui vont gonfler très rapidement avec la réanimation initiale et tous les cristalloïdes qu'ils vont recevoir, mais de toute façon quand on a 40-50% de surface cutanée brûlée, on est souvent face à des patients extrêmement algiques et avec une analgésie multimodale, on s'en sort pas forcément, et donc il faut passer par l'anesthésie générale. Donc il y a un réel risque d'intubation impossible si on est trop tardif. Le patient, après une heure ou deux de prise en charge, il a déjà énormément gonflé, et donc on peut se retrouver devant des intubations très, très difficiles.
Donc je répète, la brûlure de la face, c'est pas une indication en elle-même, mais ça peut vraiment conduire à des difficultés secondairement. Donc voilà, faut pas être trop tardif dans cette intubation. Pour ce qui est de la fibroscopie bronchique, on oublie dans les premières heures si on n'est pas dans un centre spécialisé. Ça va pas révolutionner votre prise en charge, ça risque juste de retarder les choses. Donc il n'y a pas une indication absolue à faire une fibroscopie bronchique. Pour ce qui est de l'inhalation de fumée, en général, vous avez le contexte. Le patient a été retrouvé dans un incendie en milieu clos. Quand vous aspirez à travers la sonde d'intubation, vous avez de la suie. Il y a de la suie dans les voies aériennes supérieures. Donc, vous savez que le patient a une inhalation de fumée d'incendie. C'est intéressant de savoir si quand même il y a de l'inhalation de fumée d'incendie quand le patient est sous ventilation invasive, parce que ces inhalations et ces brûlures des voies aériennes plutôt distales va être responsable, avec l'inflammation, la desquamation de l'épithélium respiratoire, de bouchons bronchiques qui vont pas se former là dans les 5 minutes, mais c'est des patients qui vont pouvoir avoir des grandes difficultés de ventilation dans les jours qui viennent, et donc on fait volontiers des aérosols d'héparine chez ces patients-là pour limiter ce risque de bouchons bronchiques. Alors comme souvent chez le brûlé, il n'y a pas de grande étude multicentrique randomisée avec 500 patients, c'est beaucoup de petites séries, mais malgré tout, quand on met bout à bout toutes ces petites séries, on a l'impression que faire des aérosols d'héparine chez ces patients est associé à un meilleur pronostic, une diminution de la mortalité, une diminution de la ventilation mécanique et de la durée d'hospitalisation. Et donc nous, ce qu'on fait classiquement, c'est 4 aérosols par jour de 5000 unités d'héparine. Titrer le remplissage, la réanimation hémodynamique, c'est vraiment la pierre angulaire de la réanimation chez le brûlé grave. Un message clé quand même, c'est qu'à la prise en charge initiale d'un patient, même brûlé grave, 40-50%, quand le SAMU arrive sur place, si la brûlure a eu lieu il y a 15 minutes, une demi-heure, le patient il est stable sur le plan hémodynamique. S'il est en état de choc à ce moment-là, il faut chercher la raison de l'état de choc, c'est pas la brûlure. Ça peut être une intoxication associée, ça peut être un polytraumatisme parce que le patient s'est défenestré pour échapper à l'incendie, ça peut être une intoxication au cyanure ou une intoxication médicamenteuse, mais c'est pas la brûlure qui le met en état de choc dans les premières minutes ou dans la première heure. Il va falloir remplir ces patients, on va voir pourquoi après, et le soluté de remplissage qu'on utilise, c'est un soluté balancé. Donc le Gémilal Ringer Lactate, vous pouvez utiliser d'autres solutés balancés, mais compte tenu des volumes qui vont être utilisés, il faut oublier le sérum salé physiologique, parce que ça va induire beaucoup trop de désordre métabolique. Comment on remplit ? C'est une urgence, dès que la brûlure, on va dire, est au-dessus de 10%. Globalement, un patient à 40% de surface cutanée brûlée, il va perdre 1 litre de plasma sur la première heure. Donc ça va être une caricature de choc hypovolémique. Et donc ce qui est recommandé, globalement, on ne réfléchit pas tellement là, en préhospitalier, on fera plus dans la finesse quand on aura du monitorage. Sur la première heure, 20 ml kg, voir si vraiment la surface cutanée est très étendue. On peut faire du 30 ml kg sur la première heure de Ringer Lactate. Et puis sur les premières heures, comment on cède au début, on peut utiliser des formules. La formule la plus utilisée, c'est celle de Parkland, qui dit qu'il faut faire 4 ml kg par pourcentage surface cutanée brûlée de cristalloïdes sur les 24 premières heures, la moitié étant répartie sur les 8 premières heures, et puis l'autre moitié sur les 16 heures suivantes. Et donc si on prend un exemple d'un patient de 81 kg, on avait estimé déjà son poids à 80 kg, on n'a pas forcément toujours le poids juste initialement. On avait estimé 70% de surface cutanée brûlée, donc ça nous dit 22 litres en 24 heures, avec un débit d'1,4 litre par heure sur les 8 premières heures. Donc c'est des patients, il n'y a aucun patient qui prend ces volumes de remplissage, ça n'existe pas. Mais si on s'est un peu trompé qu'en fait il faisait 70 kg et puis c'était 60% de surface cutanée brûlée, on n'est plus qu'à 16 litres 8, il y a quasiment 6 litres de différence. Donc déjà, on se rend compte là de la raison, de la nécessité du monitorage dès qu'on peut monitorer ces patients sur le plan hémodynamique, parce que les formules elles sont complètement imprécises et qu'il y a des grandes variabilités en plus inter-individuelles. La deuxième raison, c'est que le profil hémodynamique du brûlé au cours des 24-48 premières heures, il va complètement changer.
Ici, vous avez à gauche le débit cardiaque, à droite les résistances vasculaires. Ça, c'était chez des chiens brûlés, une vieille étude des années 70, mais on observe exactement la même chose chez les patients brûlés. Et donc, à la prise en charge, initialement, je vous ai dit, c'est une caricature de choc hypovolémique. Donc, vous allez avoir une chute de débit cardiaque par une baisse du volume d'éjection systolique, une augmentation importante des résistances vasculaires. Donc, on est vraiment devant un choc hypovolémique. Et puis, aux alentours des 24 premières heures, que le chien ici ait été réanimé ou pas réanimé, on observe la même chose. Il va y avoir à ce moment-là une diminution des résistances vasculaires et une augmentation progressive du débit cardiaque. Et on va se retrouver là, cette fois-ci plutôt dans un profil de choc distributif, type choc septique avec des patients à haut débit, avec là, cette fois-ci des résistances vasculaires basses. On voit bien que si on remplit initialement de manière très importante les patients avec des débits, on a vu plus d'1 litre heure parfois, si on rate ce virage hémodynamique, on peut se retrouver à continuer à remplir les patients à 1 litre 4 heures alors qu'ils sont déjà à 6 litres d'index cardiaque. Et là, on va voir qu'on peut aussi se retrouver devant des catastrophes et être délétère. Et donc on va être sans cesse entre ces deux opposés, l'hypovolémie et l'hypervolémie, mais qui tous les deux peuvent être associés à des hypoperfusions d'organes, des déférences d'organes, et à un pronostic plus péjoratif. Donc il va vraiment falloir monitorer ces patients, et sinon on peut se retrouver dans des catas un peu comme ça, des SDRA, de l'insuffisance rénale aiguë précoce sur de la congestion veineuse. Voilà. Donc on a proposé il y a quelques années dans le service un algorithme de réanimation de ces patients-là initial, basé sur quelques critères: le débit urinaire, le débit cardiaque, la SVO2, le lactate, la diminution du lactate et puis la pression artérielle moyenne. Et donc on regarde ces cibles-là, et puis si on n'est pas dans ces cibles-là, on essaye de savoir si on peut y arriver. Alors est-ce que le patient est encore vide et qu'il faut augmenter le débit de remplissage? Donc on regarde la PVC, on teste la réponse au remplissage. Si c'est le cas qu'il répond au remplissage, on va augmenter le débit horaire de 20%. Et puis si déjà il répond pas au remplissage, là il va falloir rechercher une dysfonction cardiaque qui peut survenir, qui est assez rare chez ces patients, mais ça peut survenir chez des patients un peu plus âgés, avec déjà des comorbidités, une insuffisance cardiaque préexistante. Et donc il va falloir faire une échographie cardiaque, ou transthoracique ou ETO, pour aller rechercher une dysfonction cardiaque ou un cœur droit. Si c'est le cas, qu'on tombe sur un cœur droit, à ce moment-là, au contraire, le traitement, ça va être plutôt de réduire le débit de remplissage. Et puis si on est d'emblée dans ces cibles, toutes les heures, on va diminuer petit à petit les objectifs, les cibles de remplissage, pour pas arriver dans de la surréanimation. Un petit encadré là-haut, j'en redirai un mot après, mais à partir de 6 heures, on introduit de l'albumine à 20%, à peu près 1 flacon par litre de cristalloïdes perfusés, avec un objectif d'albuminémie entre 30 et 35 grammes par litre. Je vais en dire un petit mot après. Donc vraiment un monitorage multimodal. Il faut en tout cas un monitorage du débit cardiaque et du volume d'éjection systolique. Vous prenez celui que vous voulez, ça peut être le Doppler œsophagien, ça peut être la thermodilution, ça peut être l'échographie, même si ça a l'inconvénient d'être en général en ETO, parce que s'il y a des brûlures thoraciques, les patients sont très peu échogènes, et donc c'est moins continu que du Doppler œsophagien ou de la thermodilution. Mais il faut monitorer le débit cardiaque pour comprendre ce qu'on fait. Un mot sur l'albumine, là aussi pareil, je vous ai pas remis, mais il y a pas beaucoup d'études, des méta-analyses avec des études de très petits effectifs, mais on a quand même l'impression qu'il y a une tendance à une amélioration du pronostic chez les brûlés graves qui reçoivent de l'albumine. Donc aujourd'hui, les recos et la RFE-SFAR dit, chez le brûlé avec une surface cutanée de plus de 30%, à partir de la 6e heure, et avec un objectif d'albuminémie aux alentours de 30 grammes par litre. On pense aux intoxications et aux traumatismes associés. J'en ai dit un petit mot tout à l'heure sur l'hémodynamique toute initiale, vraiment sur les lieux de la brûlure. Si le patient est instable, il faut penser à une autre cause que la brûlure. Et c'est la même chose sur le plan neurologique. Un patient brûlé grave, même à 60-70%, alors il peut être agité sur sa douleur, mais il doit être Glasgow 15, il ne doit pas avoir de troubles de conscience. S'il a des troubles de conscience, il faut chercher une raison à ces troubles de conscience, c'est pas la brûlure. Alors si on est dans un incendie en milieu clos avec inhalation de fumée, il peut y avoir l'intox au CO, l'intox au cyanure, mais si c'est pas le cas, il va falloir pareil rechercher une cause. Est-ce qu'il s'est défenestré, qu'il a un trauma crânien? Est-ce qu'il y a une intoxication médicamenteuse associée? Est-ce qu'il a fait un accident vasculaire cérébral? En tout cas, il va falloir
trouver la cause et éventuellement passer par la case, si on n'a pas une cause évidente, scanner cérébral rapidement. Un mot sur l'inhalation de fumée et l'intoxication au cyanure. Donc, dans les fumées d'incendie, il peut y avoir du cyanure. Le cyanure, c'est un poison mitochondrial qui va bloquer le complexe 4 de la chaîne respiratoire. Et donc, les cellules vont arrêter de fonctionner en aérobie puisque la chaîne respiratoire est complètement bloquée. Et donc, les organes vont beaucoup moins fonctionner, forcément. Il y a des antidotes qui ont été développés pour essayer de traiter ça et des experts qui ont proposé une utilisation assez large en fait de ces antidotes, notamment de l'hydroxycobalamine, la vitamine B12, qui est un chélateur des dérivés du cyanure. Et donc ils avaient proposé que dès qu'il y ait des troubles de conscience à partir d'un Glasgow 10-13, dans un contexte de suspicion d'inhalation de fumée, il fallait administrer ce cyanokit. Et donc il est aujourd'hui administré quand même en préhospitalier de manière assez large. Mais on s'est aperçu que c'était pas finalement si anodin probablement de l'administrer. Ça c'est une étude du service que Mathieu avait faite à l'époque, où il s'était rendu compte que des patients assez jeunes, avec des surfaces cutanées pas très étendues, développaient des insuffisances rénales aiguës assez sévères dans les 3-4 jours après l'admission. Donc ils ont essayé de comprendre pourquoi, et on s'est rendu compte qu'il y avait une association entre l'administration de ce cyanokit et la survenue de ces insuffisances rénales aiguës, et dont la physiopathologie serait des précipitations de cristaux d'oxalurie dans les tubules. Et donc, c'était associé à une augmentation de l'incidence d'AKI et de recours à l'épuration extra-rénale. Pour essayer de confirmer, ça c'était juste une série chez nous, on a fait une étude rétrospective multicentrique pour essayer de retrouver cette association entre l'utilisation de cyanokit et l'insuffisance rénale aiguë. Et effectivement, on l'a retrouvé, même ajusté sur beaucoup de cofacteurs. C'était associé à l'insuffisance rénale aiguë sévère et à la dialyse. Et par contre, on ne retrouvait pas d'association avec la mortalité, en tout cas avec une amélioration du pronostic. Donc il faut vraiment être prudent quand on utilise ce médicament qui n'est pas anodin. Et donc c'est clairement quand on a une suspicion forte d'inhalation de fumée, c'est-à-dire un patient qui a été retrouvé dans un espace clos avec des stigmates d'inhalation de fumée, de la suie au niveau du nez ou les voies aériennes supérieures, et qui est soit en arrêt cardiaque, soit en état de choc sévère d'emblée, soit comateux avec une hyperlactatémie très sévère faisant suspecter une intoxication au cyanure. Et c'est seulement dans ces 3 cas de figure qu'on peut administrer en préhospitalier du cyanokit. Pour ce qui est de l'inhalation de fumée et de l'intoxication au monoxyde de carbone, donc qui est souvent concomitante à un incendie en milieu clos, il y a souvent une intoxication au CO qui lui va être aussi responsable d'une hypoxie tissulaire et cellulaire, puisque l'affinité du CO est bien supérieure à celle de l'oxygène pour l'hémoglobine, donc ça va prendre la place de l'oxygène sur l'hémoglobine. Il n'y a pas d'indication à réaliser systématiquement du caisson hyperbar. La priorité chez un grand brûlé, ça va être surtout quand même à la réanimation hémodynamique. Donc aller mettre un patient dans un caisson pendant quelques heures, honnêtement, c'est probablement plus un risque pour lui. Sachant qu'une fois qu'il est intubé, si vous le mettez en 100% d'FiO2, la décroissance du monoxyde de carbone est assez rapide, et en 1 heure ou 2, on est à des taux de monoxyde de carbone inférieurs à 10%. Et donc, il n'y a pas lieu, en tout cas, d'aller chez un grand brûlé au caisson hyperbare. Un mot sur l'hypothermie, elle va survenir très facilement. La peau, ça nous protège du milieu extérieur. C'est un organe qui évite qu'on se refroidisse, et donc il va falloir lutter contre ça avec tous les moyens qu'on a, des couvertures chauffantes, réchauffer les solutés. On va passer des litres aux patients. Si on passe 1 litre heure avec des solutés à température ambiante, on imagine bien que le patient va pouvoir se refroidir énormément. Essayer de réchauffer la pièce, et puis ça passe par la réalisation du pansement, et on va dire un mot. Pourquoi c'est important? L'hypothermie, ça a été retrouvé associé dans des grandes séries à un pronostic péjoratif avec une augmentation de la mortalité. Donc il faut vraiment lutter contre cette hypothermie, et dès le préhospitalier. Il va falloir couvrir la brûlure, là aussi dès le préhospitalier, couvrir la brûlure pour limiter l'hypothermie, limiter le risque de contamination bactérienne et fongique. Donc on couvre avec ce qu'on a, ce qu'on peut, des champs stériles dans l'idéal, et puis on fera le pansement secondairement ou en réanimation ou dans un CTB si le patient va dans un CTB immédiatement, mais on ne se lance pas dans un pansement à la phase initiale. Le plus important, c'est de couvrir la brûlure et de transporter rapidement le patient vers une réa.
traiter la douleur. Je vais aller très vite. À la prise en charge initiale, on va faire 5 minutes, François. Ouais, multimodal. Je me dépêche. Multimodal. Et si ça suffit pas, eh ben ça peut passer par l'intubation pour une anesthésie générale. La nutrition entérale précoce, dans les 12 premières heures, c'est associé à une diminution du stress neuro-hormonal, diminution de l'hypermétabolisme, une augmentation de la production d'immunoglobulines, une diminution du charge de stress et du déficit protéique. Donc c'est une recommandation dans les 12 premières heures et entérale si possible. Les urgences chirurgicales, il va falloir réaliser des incisions de décharge assez rapidement sur les brûlures profondes. Je parlais tout à l'heure de la peau cartonnée, hein. La peau perd complètement son élasticité quand on a du 3e degré, et donc on va se retrouver avec des syndromes de compartiment. Si vous avez une brûlure thoracique au 3e degré circonférentiel, le thorax va plus du tout pouvoir s'expandre et vous allez vous retrouver avec un syndrome restrictif, un patient inventilable, et donc il faut à ce moment-là réaliser des incisions de décharge pour permettre au thorax de s'ouvrir. Au niveau des membres, c'est pareil, on se retrouve avec des vrais syndromes de loge. On a souvent un peu plus de temps, quand même, on a quelques heures pour faire des incisions de décharge, donc il y a le temps d'arriver dans une réa. Si c'est pas une réa spécialisée, il y a le temps de prendre un avis par téléphone pour savoir où faire l'incision, pour pas faire n'importe quoi. Il peut arriver qu'on ait un doute, il y a une brûlure circonférentielle, il y a du 3e degré mais pas complètement tout en circonférentiel, et donc à ce moment-là on peut aller prendre la pression dans les loges, et si cette pression est supérieure à 30 mm de mercure, à ce moment-là c'est une indication aux escharotomies. C'est d'abord une ischémie veineuse, le syndrome de Loge, donc il ne faut pas s'attendre à des pressions proches de pression artérielle pour faire des escharotomies. Et donc c'est bien des escharotomies, là le problème c'est la peau, c'est pas comme dans un crush syndrome où la pression augmente dans le muscle, dans le fascia. Là, c'est la peau qui contraint, donc il faut juste ouvrir la peau et ça va libérer la pression. On couvre la brûlure, j'en ai déjà dit un mot. Le pansement, c'est important, ça a des vertus antalgiques, ça limite les pertes hydrosodées qui vont être majeures, ça limite les pertes caloriques, et ça va être un problème aussi sur l'hospitalisation du grand brûlé. Ça limite le risque de contamination infectieuse. On le fait en milieu hospitalier, de préférence dans un CTB, ou en tout cas après avoir pris un avis, si on n'a pas l'habitude, après lavage des brûlures. Et donc je répète, en pré-hospitalier, on emballe dans des champs. Le pansement, on le fait avec quoi en général? Avec de la flamazine, donc qui est une association d'un sel d'argent, de sulfadiazine et d'un corps gras. Et donc le premier pansement, on le fait avec ça. C'est en couche épaisse, et puis on va recouvrir. Et enfin, on adresse le patient à un centre spécialisé. La brûlure, ça se prête quand même beaucoup au téléconseil. Tout le monde a un smartphone dans tous les camions de SAMU, dans tous les services d'urgence. Donc très régulièrement, on régule les patients comme ça sur des photos pour savoir est-ce qu'il y a une indication à le prendre tout de suite, est-ce qu'il vient plus tard, etc. Donc vraiment, pas hésiter à prendre des photos d'emblée. Pas prendre les photos une fois que le pansement est fermé. Ça arrive aussi régulièrement. C'est moins intéressant. Voilà. Et donc là j'ai parlé vraiment de la prise en charge des 24-48 premières heures, mais il faut vraiment penser que l'hospitalisation d'un brûlé grave c'est très long, ça va être plusieurs semaines en réanimation, avec la brûlure initiale, le choc initial, mais il va y avoir des chirurgies répétées, des sepsis répétées, des déférences d'organes, et ça demande vraiment, c'est une vraie spécialisation, avec une équipe pluridisciplinaire, des nutritionnistes, des psychologues, des chirurgiens plasticiens, etc. Et donc il faut vraiment que ces patients arrivent rapidement dans un centre spécialisé. Donc il faut très rapidement trouver une place en CTB quand on est face à un grand brûlé. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle? On a le temps en plus. Alors vous vous approchez au micro, vous vous présentez et vous avez la question ensuite. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis une des internes du CHU de Toulouse. Je me posais la question, quand on doit faire les escharotomies, est-ce qu'il y a une indication à mettre une antibioprophylaxie dans ces cas? Et est-ce qu'il y a aussi une indication à faire des prélèvements? Je sais que vous le faites de façon assez régulière sur votre prise en charge au long cours, des prélèvements en fait de savoir les colonisations des patients. Et est-ce qu'il y a un intérêt à le faire avant de faire l'escharotomie? Merci. Merci pour la question. Alors nous, on fait jamais d'antibioprophylaxie pour les escharotomies. Il y a pas, voilà, c'est notre pratique. Il n'y a pas d'étude aujourd'hui qui va vous dire qu'il faut en faire ou pas pour les escharotomies. Pour ce qui est de la cartographie des colonisations cutanées, nous, c'est une attitude qu'on a depuis de nombreuses années. C'est des patients qui vont faire
vraiment plusieurs, enfin un grand brûlé, ça peut faire 3-4 chocs septiques, ou en tout cas bactériémie, vraie bactériémie au cours de son séjour, avec en général une porte d'entrée cutanée, donc en général avec le germe qu'il colonise principalement sur la peau. Et donc avoir une cartographie régulière de ces colonisations, ça nous permet quand même de cibler notre antibiothérapie initiale quand le patient devient septique. Parce que, en général, il fait la bactériémie aux germes majoritaires qu'on retrouve en colonisation, et donc ça nous aide pour éviter des antibiothérapies très large spectre, parce qu'on se retrouve au bout de la 3e, 4e ligne d'antibiothérapie face à des impasses de traitement aujourd'hui si on commence d'emblée avec des antibiotiques large spectre. Donc on a cette attitude, mais je sais que tous les CTB ne fonctionnent pas comme ça. Une question reliée, qu'est-ce que vous pensez de la décontamination digestive sélective chez les grands brûlés ? Moi, je pense que chez les grands brûlés, enfin dans cette population particulière, il faut faire très attention à l'utilisation des antibiotiques, et quelle que soit la voie d'administration, c'est vraiment des patients qui vont développer très, très vite des bactéries très résistantes, notamment le Pseudomonas aeruginosa qui va être en colonisation très vite, qui est une bête de course d'acquisition des résistances. Et je pense qu'il faut, quelle que soit la voie d'administration, il faut limiter chez les grands brûlés l'utilisation des antibiotiques au maximum. Alors moi j'ai une question par rapport à l'évolution. Au début tu nous as dit c'est plutôt l'hypovolémie, ensuite le switch se fait au bout de 2 jours vers l'hypervolémie, c'est ça? C'est constant? J'imagine que non, mais est-ce qu'il y a des facteurs qui font que cette évolution est plus ou moins rapide? Est-ce que la surface cutanée brûlée peut avoir un impact? On n'a pas regardé s'il y avait effectivement des facteurs qui disaient que le patient va plutôt faire son virage à 20 heures plutôt qu'à 25 ou 30. Non, on n'a pas regardé ça, mais en tout cas c'est constant. Vraiment c'est constant. Et ça survient quand même aux alentours de 24 heures. Donc mais effectivement, ça peut être à 6 heures près, avant, après. Et quand on voit les débits de remplissage, effectivement, il faut vraiment être vigilant sur ce virage-là, parce qu'on peut dépasser rapidement les objectifs, et surtout avec un patient extrêmement congestif et des déférences d'organes, pour le coup, vraiment liées à notre animation. Ouais. Et d'où l'importance du monitorage que tu nous as bien rappelé. Ah oui, ça on ne peut pas, je pense, aujourd'hui réanimer un grand brûlé sans monitorage du débit cardiaque continu dans la prise en charge initiale. Et la mortalité, elle a évolué comment ces 20 dernières années chez le grand brûlé? Elle a quand même diminué par l'amélioration quand même des pratiques en réanimation. Aujourd'hui, on est quand même limité par le côté chirurgical et le recouvrement, en fait, par les techniques de recouvrement. Chez les très très grands brûlés, on peut les tenir très longtemps en réanimation, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais à la fin, ce qui va limiter, c'est le recouvrement, c'est ça qui les sauve. Et tant qu'on n'aura pas de substitut de peau correct, on ne pourra pas les sortir, les très très grands. Très bien. Une question assez courante, on appelle souvent les centres de brûlés pour des électrisations qui sont le plus souvent pas graves. Sur quels critères vous fondez à la phase initiale pour dire qu'il y a une gravité et que... Alors, c'est vrai que c'est souvent pas facile de faire le diagnostic entre un arc électrique. Donc, l'arc électrique, c'est le patient qui est brûlé. En fait, c'est comme une brûlure thermique externe par un arc électrique. Le courant ne l'a pas traversé. Et l'électrisation vraie, où il y a un point d'entrée, un point de sortie, le courant est rentré dans le corps du patient. Alors, une électrisation quand même à haut voltage, en général, on le sait, il y a un vrai point d'entrée très profonde, brûlure sur le 3e degré, pareil pour le point de sortie. Et donc, il y a en général, du coup, une rhabdomyolyse, donc en dosant la myoglobine ou les CPK. On fait systématiquement quand même une tropo, on demande une tropo, un ECG. Si la tropo est normale, le CG est normal, et qu'il n'y a pas de réel point d'entrée. Voilà. Mais sur des photos, on est capable quand même de répondre à ça en général. Très bien. Merci beaucoup, François.